Au menu ce soir, il veut un transfert dans une prison à sécurité modérée. La demande du tueur de la Grande Mosquée de Québec fait réagir. Un grand rassemblement caquiste pour une toute petite session parlementaire, mais ô combien importante pour la nouvelle première ministre. Et demain, 6e match à Montréal. Tout le monde espère une victoire alors que les autorités se préparent au pire. Il est 22 h, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table ce soir, on a Frédéric, Maude, Victor et notre invité, Dr Benoît Eppel ce soir. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir, Michel. Re-bienvenue, Benoît, autour de cette table. Content de t'avoir ce soir. Les mots de l'actualité. Maude, Victor, Maude, je commence avec toi. Oui. Terre. Terre. Ben oui, terre, parce que les fans du Canadien doivent garder les pieds sur terre. Ah, oui. On a remporté hier, mais là, c'est pas fini. Là. Ils s'en viennent demain. Ouais. On ne sait pas si on va gagner. Donc, il faut comme garder la tête froide. Ça se peut. Tampa Bay, c'est une très bonne équipe. Ça se peut qu'on ait besoin de retourner en Floride. Et il faut que les joueurs aussi gardent les pieds sur terre parce que l'ambiance va se revolter puis ils doivent rester dans leur bulle, comme disait le coach Martin Saint-Louis aujourd'hui. À voir demain. On reste concentré. Victor, extorsion. Un peu moins joyeux comme sujet. Hein? Oui, parce que les 4 corps de police montréalais, avec la SQ, vont unir leurs forces pour lutter contre l'extorsion envers les commerçants. L'extorsion qui a plus que doublé à Montréal depuis 2021, qui est en forte augmentation dans la grande région de Montréal. Donc, on va avoir une escouade spéciale. Et c'est important parce que avant, on entendait beaucoup parler d'extorsion auprès des restaurants, des bars, mais là, on a de plus en plus dans les milieux, par exemple, de la construction, salons de coiffure et autres commerces. Alors, bravo, il faut lutter contre ça. Il faut que les gens puissent dénoncer surtout. Oui, important d'ailleurs de s'y attaquer. Maintenant, parlons de l'auteur de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette. Il veut être transféré dans une autre prison, un autre pénitencier. En fait, c'est une demande qui a été déposée à cet effet par son avocate. Alexandre Bissonnette estime que sa cote de sécurité devrait être moins élevée. Il dit aussi être victime de violences de la part des co-détenus. Résumé, Caroline Dumont. C'est l'avocate d'Alexandre Bissonnette, maître Sylvie Bordelais, qui a déposé une requête la semaine dernière au Palais de justice de Montréal devant la Cour supérieure afin que son client puisse être déplacé dans un pénitencier à sécurité modérée. Ce qu'elle fait valoir dans la requête, c'est que déjà plusieurs analyses de sécurité ont été effectuées et ne dénotent aucune contre-indication à ce qu'il soit déplacé dans ce type de pénitencier. Elle souligne par contre que la direction du centre de détention de Port-Cartier a effectué sa propre analyse de risque pour conclure que Bissonnette devait demeurer dans un pénitencier à sécurité maximale. Elle ajoute par le traitement du requérant, les intimés violent la Charte canadienne des droits et libertés en ne garantissant pas sa vie et sa sécurité et en lui faisant subir un traitement cruel et inusité. J'ai abordé la question avec la juge à la retraite, Nicole Gibault. On veut aller demander à la Cour de dire évidemment à l'administration et à tout le monde de permettre le transfert. Parce qu'on prétend que c'est meilleur pour lui, pour sa santé morale, parce que, évidemment, il a passé plusieurs années, il s'est pris en main, selon toujours la requête. La requête aborde également le comportement d'Alexandre Bissonnette derrière les barreaux. Et ce qu'on en dit, c'est qu'il s'est engagé dans un processus de justice réparatrice et dans sa planification correctionnelle. Également, selon des sources correctionnelles qui ont été consultées par Nouveau Info, on dit qu'il a un comportement irréprochable derrière les barreaux et qu'il ne fait l'objet d'aucun rapport d'infraction. Par ailleurs, ce qu'on dit également, c'est que déplacer Alexandre Bissonnette dans un autre centre de détention permettrait de le rapprocher de sa famille, qui l'appuie d'ailleurs depuis le début des procédures. Et on craint également que d'autres détenus, s'ils restaient au centre de détention de Port-Cartier, puissent vouloir s'en prendre à lui afin de se faire un nom. La requête qui sera entendue ici au Palais de justice de Québec. Caroline Dumont pour Nouveau Info. Benoît, la santé mentale dans un dossier comme celui-là, ça doit être pris quand même en considération dans cette décision. Ça doit être pris en considération, mais je pense qu'il faut aussi prendre en considération la santé mentale des familles, des victimes et des victimes qui ont assisté et qui ne sont pas décédées de ça. Oui, ça le rapprocherait certainement de sa famille, mais ça le rapprocherait aussi de ces gens qui ont subi les conséquences de cette attaque-là. Je pense qu'il faut aussi prendre ça en considération. Pas d'accord? Non, bien en fait, les critères, c'est pas tout à fait ça. C'est savoir réellement, est-ce qu'il est en danger
danger en vertu de la Charte canadienne? Est-ce que son droit à la sécurité est menacé? Pour le reste, l'aspect familial et tout, c'est dommage, évidemment, mais c'est pas nécessairement considéré. Et on entend... Donc, un juge ne va pas nécessairement considérer cet aspect-là. Non, pas du tout. Public, non, pas du tout. Mais est-ce qu'il est en danger ou non? C'est ça la question ici. Puis Bissonnette qui trouve qu'il y a des gens violents autour de lui, on va appeler ça de l'ironie, là, essentiellement. Ouais. Moi, je fais confiance au système de justice là-dessus. Ça prend des critères qui sont objectifs. Et moi, j'ai rien entendu de très convaincant. Mais on comprend, Benoît, cette préoccupation-là, parce qu'on pense que c'est quand même un dossier difficile, ce dossier-là. Est-ce que tu comprends la requête, toi, Maude? Bien, je comprends les motifs, mais je les cautionne pas. C'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que disait Frédéric. Là, je pense qu'il faut tenir en compte à la fois les conditions de détention, mais moi, je veux que la justice, ça ne s'appuie pas sur la pression ou sur l'opinion publique. Il faut que la justice, ça soit basé sur des faits. Il y a des critères, c'est ça qu'on respecte. Oui, ça reste toujours assez difficile et délicat à commenter. Quand j'ai vu le sujet, je trouve ça très particulier de commenter ça, parce qu'à chaque fois qu'on parle de cet événement-là, on ravive la tristesse et la douleur de 17 orphelins, de plusieurs familles. C'est un attentat que ces gens-là ont vécu, un attentat islamophobe à la ville de Québec, et il ne faut pas l'oublier. Alors, laissons la justice travailler, mais faisons attention au niveau de la surexposition de ces situations-là, parce que pour les victimes, c'est de replonger dans la situation à chaque fois. Chaque fois. On verra la décision qui sera prise et comment elle sera documentée. Un petit 2 piastres, il va rester là où il est. Oui, tu penses? On en reparle, c'est certain. Parlons politique maintenant. Les travaux vont reprendre mardi à l'Assemblée nationale et pour se préparer à cette toute petite, courte session parlementaire, les députés de la CAQ vont se réunir dès demain à Rivière-du-Loup. En fait, ils sont déjà arrivés pour plusieurs. Ce sera l'occasion pour la première ministre de dynamiser ses troupes parce que les défis sont nombreux pour la CAQ à quelques mois des élections. Notre collègue Jean-François Poudrier est déjà arrivé à Rivière-du-Loup. Les élus s'apprêtent à revenir à l'Assemblée nationale après environ un mois de pause. François Legault avait décidé de proroger la session pour permettre à sa remplaçante, Christine Fréchette, de bien faire son arrivée à la tête du gouvernement. Maintenant, les députés de la CAQ se réunissent ici à Rivière-du-Loup pour préparer les 5 dernières semaines de la session et ça risque d'être fort occupé. L'important pour nous, ça va être de poser des gestes concrets, rapides, qui vont toucher le quotidien des Québécois et des Québécoises. Christine Fréchette a fait un arrêt à l'Apocatière en route vers Rivière-du-Loup pour rencontrer les travailleurs de l'usine Alstom. Pendant ce temps, 3 de ses ministres étaient à Rivière-du-Loup pour annoncer des sommes supplémentaires pour les musées du Québec. Notre nouvelle première ministre est en feu. Elle va à un rythme complètement effarant, puis on voit que c'est pas seulement des activités de communication, on voit que ça produit des résultats aussi. Donc je vous dirais qu'on est tous animés de cette énergie-là qui est contagieuse. On peut dire que Christine Fréchette n'a pas chômé au cours des 2 dernières semaines. Elle a formé son conseil des ministres. En plus, elle a fait quelques annonces. On pense à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'annonce qu'elle a faite notamment hier par rapport à la baisse d'impôts des PME, mais aussi elle a rencontré le premier ministre Mark Carney à Ottawa et des gens de l'administration Trump à Washington cette semaine. On sent un élan, un engouement avec la nouvelle première ministre sur le terrain. J'en ai fait beaucoup en fin de semaine chez moi et les gens m'en parlent en bien et les gens tendent l'oreille. Donc, je pense que c'est très positif pour la suite et je pense qu'au caucus, lors des discussions, eh bien, il y aura de très belles discussions pour la session parlementaire qui s'en vient. On tend l'oreille. On tend l'oreille sur ce que la CAQ a à dire. On a une chef première ministre là, qui est en action depuis le jour 1 de son assermentation, de son élection, dans le fond. Alors, je pense que c'est très positif. On aura une meilleure idée de ce qui nous attend pour la fin de la session lors du discours d'ouverture qui sera prononcé mardi à l'Assemblée nationale. À Rivière-du-Loup, Jean-François Poudrier pour Nouveau Info. Alors, c'est le moment de placer les priorités pour la CAQ et pour Mme Fréchette. Victor, sur quoi elle doit se concentrer dans cette session-ci? D'abord, il faut garder ça simple et en collaboration, parce que je pense pas que Mme Fréchette va imposer un bâillon. La loi de Claire, pour moi, c'est une priorité absolue pour Mme Fréchette. Elle doit démontrer cette différence dans la façon d'agir. Ouais. Également, la mise à jour... Juste rappeler, c'est pour s'attaquer au féminicide. Exactement. Et aussi la mise à jour du PEC, la prolongation du PEC qu'elle a promis, le programme de l'expérience québécoise qui sera prolongé. On verra aussi qu'est-ce qu'elle fait au niveau des PME. On a vu une première annonce, est-ce qu'il y aura des changements réglementaires? Et finalement, est-ce que Simon-Jolin Barrette réussira à faire passer sa fameuse Constitution? Ouais. Mme Fréchette a dit, ce sera sans bâillon. Va-t-il réussir? J'ai des énormes doutes, mais on sait qu'il est assez assidu et assez hargneux. Ouais. Alors, qui sait, donnons-lui la chance. Ce sera un grand défi. Côté santé, tu t'attends à quoi, Benoît?
Que tu t'attends à ce que des dossiers se règlent pendant... Bien, ils ont réglé les médecins de famille, ils ont réglé rapidement les médecins spécialistes. Je pense que pour se présenter aux prochaines élections, elle doit régler certains dossiers. Ça en faisait partie. Oui. Très honnêtement, pour faire une comparaison médicale, je regarde la CAQ aller actuellement. Quand on fait des réanimations de patients, là, ça ne marche pas tout le temps. J'ai l'impression que la fin de semaine à Rivière-du-Loup sera une séance de réanimation et le décès sera peut-être constaté à la fin de la séance. Oui, à l'automne. Peut-être à l'automne. Il y a au moins ce répit-là, ce patient-là. Est-ce que tu crois que Mme Fréchette-Maude sera en mesure de faire oublier le bilan de la CAQ? Moi, je pense que non. Je pense qu'elle essaie de se détacher de l'image de François Legault, mais de faire oublier le bilan, ça va être un peu difficile. Là, oui, elle montre un côté plus humain, très active, elle annonce beaucoup de bonnes nouvelles, mais en tout cas, à suivre, mais moi, je crois pas, non. Bon, faisons un parallèle. Peut-être qu'un sondage, c'est comme une analyse cardiaque. Est-ce qu'elle va monter un peu dans les sondages, la CAQ, selon toi? Probablement. On a délaissé l'identitaire. On parle plus d'économie. Ça, je pense que c'est gagnant. Victor? Je pense que oui, mais rappelez-vous une chose, hein, tout le monde va chercher à manger le lunch de quoi? De ceux qui ne veulent pas de référendum. Ah oui. Ça va être court, mais j'ai l'impression qu'on va avoir quand même des choses à analyser, à dire là-dessus. Vous savez, le mouvement pour l'interdiction de la vente de boissons énergisantes aux mineurs, bien, ce mouvement-là continue de prendre de l'ampleur. Il y a un front commun de direction d'écoles, de syndicats et d'associations diverses qui s'est organisé. La pétition disponible sur le site de l'Assemblée nationale a dépassé les 33 000 signatures. Mais devrions-nous aller plus loin que juste interdire, par exemple, aux moins de 16 ans? Pour ou contre une interdiction complète de la vente de boissons énergisantes? Tiens, c'est la question de notre débat de la demi-heure. Allez y répondre, commenter également. Il y aura du monde au centre-ville de Montréal demain soir, ça c'est évident. Ce sera le 6e match de la série entre les Canadiens et le Lightning au Centre Bell. Il y a une manifestation aussi qui est prévue à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs. Des groupes militants, syndicaux et communautaires veulent notamment dénoncer les compressions dans les services publics et l'inaction en pleine crise du logement. Alors, tout ça mis ensemble, vous imaginez ce que ça peut donner. Alors, il y a les commerçants, autant que les policiers, qui s'attendent à de l'action, mais qui se disent quand même prêts à agir en cas de débordement. Pour nous, on est préparé pour ça. Les fenêtres sont comme renforcées au max. Évidemment, il va certainement avoir des unités spécialisées qui vont être mises à contribution. Ça peut être des policiers en civil dans la foule pour faire remonter l'information au centre de commandement pour que par la suite, les unités de contrôle de foule puissent se déployer. Victor, est-ce que tu es confiant que la Ville et les commerçants sont assez préparés? J'ai confiance dans le service de police de la Ville de Montréal pour faire le travail. Maintenant, ce sera une question aussi de préparation en amont et jusqu'à quel moment. Comment est-ce qu'on arrive à diriger justement les différentes manifestations pour qu'il y ait le moins de croisements possible? Parce que la réalité, c'est que si demain le Canadien sort le Lightning en 6, et ça va arriver, Maud, malgré ce que tu as dit tantôt, ça va arriver. Quand ça va arriver en 6, bien justement, à ce moment-là, c'est là où est-ce que s'il y a trop de monde dans les rues, ça peut mal virer. Oui, et là, on a quand même, on se souvient, hein, Benoît, des émeutes de la finale de la Coupe Stanley. Là. Personne ne veut revivre 93. Puis les pauvres commerçants, on sait que les temps sont durs, on essaie d'aider nos PME. Tout ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est de ne pas en plus avoir des frais, de faire des réparations, des vitres cassées, du vandalisme, etc. Je pense que les gens, j'espère qu'ils vont se tenir comme il faut et que la police va être prête. Peu importe que ce soit des manifestations de joie ou de déception, espérons qu'on a appris de 1993. Maude. Oui. Tu as demandé à ta fille, toi, de se tenir loin du centre-ville. Oui, ma fille, elle a une sortie prévue, puis elle aime bien aller au centre-ville, dans le Vieux-Montréal, avec ses copines. Mais j'ai dit demain, c'est non, absolument pas, parce que s'ils gagnent, ça va être l'euphorie, ça va être festif. S'ils perdent, il peut y avoir du grabuge. Dans les deux cas, pour moi, c'est une foule en délire. À 16 ans, tu donnes des consignes, puis je l'ai bien prévenu, pas de centre-ville demain. Toi, tu vas être au centre-ville, tu vas être au match? Oui, monsieur. On va gagner, je suis d'accord avec Victor. Mais j'ai pas dit qu'on gagnerait pas. Non, mais on regarde la tête froide et tout, on va gagner quand même. Puis sinon, ça va peut-être brasser peut-être un petit peu, mais je pense que ça va brasser dans l'ordre. Et puis des manifestations de gauche, on n'en a pas de trop, hein, Victor, quand même? Non, ni de droite, ni de gauche. Espérons que ça va bien se passer. Espérons qu'il y aura une victoire. En général, on est discipliné. Ouais. À suivre demain. En général. Il y en a qui vont être au cinéma demain. Parce que Le Diable s'habille en Prada 2 sort en salle. Notre débatteuse Catherine Beauchamp, qui a pu rencontrer la seule et unique Meryl Streep, elle nous en parle un peu plus tard dans cette émission. Le salaire minimum va passer à 16,60 $ demain. Ça reste bien loin là, du revenu nécessaire pour vivre dignement au Québec. Ça, c'est selon une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. C'est ce qu'on appelle en fait le revenu viable qui permet de sortir de la pauvreté. Reportage, Lila Mouche.
Pour sortir de la pauvreté à Montréal, il faudrait gagner 41 585 $ pour une personne. Et pour une famille de 4 personnes, il faudrait gagner 89 000 $. C'est ce que calcule l'IRIS dans son rapport sur le revenu viable. C'est un indicateur qui permet de déterminer à quel moment les gens ont assez d'argent pour répondre à leurs besoins en étant à l'extérieur de la pauvreté. Donc, c'est un revenu qui permet un style de vie décent, mais modeste. On n'est pas encore à la classe moyenne. On fait le calcul pour 3 types de ménages, donc les personnes seules, les familles monoparentales avec un enfant et les familles de 2 adultes et 2 enfants d'âge préscolaire. C'est à Montréal que ça coûte le plus cher sortir de la pauvreté pour une famille de 2 adultes et 2 enfants. C'est à cette île que c'est le plus cher pour une personne. Et historiquement, cette île est toujours la ville la plus chère. Trois-Rivières, c'est un des endroits où les appartements sont le moins chers. Donc, si on s'attaquait à la source du problème, on réduirait la pression sur les dépenses, pas seulement pour les populations qui sont autour de la pauvreté, mais pour l'ensemble de la population. Le calcul de l'IRIS tient compte des dépenses essentielles, mais il comprend aussi les vacances, les sorties culturelles, les imprévus, mais aussi l'éducation des enfants. En dessous de 30 $ de l'heure, je vois difficilement comment on peut survivre à Montréal. Je pense qu'il faudrait prendre plus, many roommates. 16,60, c'est sûrement trop peu pour vivre dans une ville comme Montréal, effectivement. L'écart entre le revenu viable pour sortir de la pauvreté et le salaire minimum représente 13,50 $ et c'est une différence considérable. Ma sensibilité, elle va beaucoup pour les personnes qui sont aînées, les 65 ans et plus. Justement, la semaine dernière, il y a un sondage léger qui est sorti qui indiquait que 32,5 % des 65 ans et plus gagnaient 25 000 $ et moins. D'autres études nous démontrent que la plupart des emplois plus précaires ou à faible revenu sont occupés par les femmes. 60 % de ces emplois-là sont occupés par les femmes. Les problèmes soulevés par le rapport et par beaucoup d'organismes, c'est toujours et encore la flambée des prix du logement, de l'alimentation, mais aussi des transports en commun. Et tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut agir pour baisser la pression des dépenses. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. On sait que le salaire augmente, mais 16,60 $, là, pas viable vraiment, là. C'est ce qu'on constate. Là. Il faudrait augmenter le salaire minimum encore plus? Ben oui, absolument. Puis quand j'ai entendu le ministre Boulet dire, bon, on l'augmente de 50 sous, comme ça, on protège le pouvoir d'achat des travailleurs, honnêtement, là, c'est franchement rire du monde. C'est vraiment le ministre du patronat, là, de toute évidence. Puis moi, honnêtement, avec ce qui se passe actuellement, de voir des décisions comme celle-là, je trouve ça un peu enrageant. Tu aurais voulu qu'il les augmentations. Non, mais quelque chose au moins de plus que symbolique. L'alimentation aussi, c'est souvent le mot de la première place où on coupe, où on essaye de couper dans un budget serré. Bien, je pense que ça affecte tout le monde. Moi, ça m'affecte. Là, tu regardes plus les prix, tu compares, tu achètes les marques maison, tu changes de marque, tu changes de magasin, tu changes ton menu, tu sors moins au restaurant, c'est sûr, parce que c'est vraiment cher. Donc, et on voit apparaître des phénomènes qu'on n'a jamais vus avant. Les gens qui volent de la nourriture, des gens qui font leur épicerie au Dollarama, tous des nouveaux comportements, les comptoirs alimentaires débordent. Donc, c'est toutes des choses qu'on n'avait pas vues avant, puis maintenant, on voit. Et c'est une tendance qui va rester pour un bon bout de temps. Et on se demande toujours là, comment aider, puis on voit l'inflation. Benoît, le gouvernement, qu'est-ce qu'il doit faire? En faire plus, dans le fond, avec toute l'inflation? Je pense qu'il faut aider les gens. Moi, je vais le voir d'un point de vue de la santé aussi. C'est une inégalité importante, même sur le plan de la santé physique, de la santé personnelle. Vous savez, les gens qui font de l'argent, on leur dit, allez voir le physio, allez voir un psychologue. Les gens vont aller chercher des ressources. Je vois combien de patients qui disent, moi, j'ai pas d'argent. Les gens arrêtent parfois de prendre, ils coupent là, à l'épicerie, mais ils vont arrêter de prendre leurs pilules parce qu'ils n'ont pas l'argent. Alors, il faut soutenir les gens aussi dans les besoins de base. Là. Et souvent, avec le salaire minimum, ne vient pas nécessairement des assurances collectives impressionnantes. Victor, les mesures temporaires, il faut faire attention parce que c'est une lame à double tranchant. Regardez ce qui arrive. Regardez la question, par exemple, de la coupure de la taxe à l'essence. Ça a pris 2 semaines pour déjà quasiment récupérer 6 cents sur le 10 cents. Alors, il faut faire attention avec les mesures qui augmentent l'inflation. Il faut faire attention aussi à la question du salaire minimum. Sortir les gens de la pauvreté, c'est pas de laisser sur le salaire minimum et de monter le salaire minimum, c'est de permettre aux gens de mieux s'éduquer, de pouvoir créer de la richesse et de sortir de la pauvreté. Et ça, c'est un long processus. Si vous avez des commentaires à partager avec nous ou des idées de débat, voici mon adresse. It took 20 years to have a sequel about The Devil Wears Prada. What made you decide to come back? Oh, the script. The script was great. 20 ans se sont écoulés, en effet, depuis la sortie du film Le Diable s'habille en Prada, un film qui est devenu un incontournable de la culture populaire. La suite sort demain, mais notre débatteuse Catherine Beauchamp, chroniqueuse culturelle et collaboratrice à l'émission Pas pour rien, a eu un accès privilégié, vous l'avez vu, avec les acteurs, dont l'iconique Meryl Streep.
Et on va la retrouver tout de suite, Catherine. Salut, Catherine. Bonsoir, Michel. Hey, tu as été la seule journaliste québécoise à rencontrer les vedettes du film, dont Meryl Streep, qui t'a d'ailleurs accueilli en français. Raconte-nous un peu. Là. Bien, quand je suis arrivée dans la salle d'entrevue, dans la chambre d'hôtel, moi, j'ai pris la peine d'expliquer que c'était ma deuxième langue, l'anglais, là, et que ça faisait 7 ans que je n'avais pas fait d'entrevue en anglais, que c'était comme un retour aux sources. Et puis, je me suis installée, j'étais très nerveuse. Et puis, finalement, Meryl Streep a tout simplement ouvert l'entrevue en disant « Bonjour, bienvenue à New York. Ah. » Et puis là, j'ai dû vous parler français, puis elle m'a répondu trop peu. Mais j'ai essayé de lancer une question en français, puis finalement, elle a craqué. Fait qu'on a continué l'entrevue en anglais. Mais elle a été extrêmement chaleureuse. Ça a été de loin, de tous les 4 membres de la distribution que j'ai rencontrés, la plus chaleureuse du groupe. Il faut croire que des fois, on dit de ne pas rencontrer nos idoles parce qu'on est déçus. Bien, ça n'a pas été mon cas. Oui, puis j'imagine que tout le monde te demande comment elle est. Tout le monde veut savoir un peu. Là, est-ce que c'est la Meryl Streep qu'on voit devant la caméra qui est pareille derrière? C'est la même Meryl Streep, souriante, vraie, authentique. J'ai aucunement été déçue là, de Meryl Streep. C'est la suite d'un film culte. J'imagine qu'on a voulu en mettre plein la vue aux journalistes. Raconte-nous un peu l'expérience rapidement. Bien, nous, on nous a attendu au Four Seasons. On avait carrément pris un étage, on l'avait rénové comme si c'était l'étage du magazine Runway, qui est équivaut au magazine Vogue. Oui, puis on vous a fait parader un peu. Oui, on m'a fait parader sur un catwalk. Il y avait une styliste qui nous attendait avec collier Chanel, sac à main Chanel, les lunettes. Tout était vraiment identique au magasin. Il y avait des murs de vêtements avec tous les vêtements du film, avec des chaussures. C'était vraiment impressionnant de voir ça aller. Je regarde Maud qui regarde l'écran. Je la soupçonne d'être jalouse. OK. Un mot en terminant. Comment est le film? Est-ce que c'est bon ou décevant, comme le sont souvent les suites, en quelques secondes? Non, c'est une excellente suite. C'est très 2026. On parle de la chute des médias, des problèmes de commanditaires et surtout de l'époque post-MeToo, où est-ce que Miranda Priestly ne peut plus dire tout ce qu'elle veut. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Catherine. Hey, j'imagine que tu vas garder ça dans tes souvenirs très, très longtemps. Vraiment. Merci. À bientôt. Bye-bye, Maude. Le film... Ça va être... Moi, j'ai très, très hâte. J'y vais en fin de semaine avec ma fille. Oui, absolument. Le ton, moi, c'est comme une pièce d'anthologie parce qu'on découvrait comme les coulisses de la mode, mais dans un milieu toxique, une rédactrice en chef contrôlante, froide. Il y avait quelque chose de... C'était nouveau. Mais là, je me demande comment ils vont transposer ça maintenant en 2026 parce que Catherine l'a dit, on ne peut pas tout dire. Donc... Tu as vu le premier avec ta fille aussi, là? Elle l'a vu, là? Non. Elle l'a vu. Non, elle l'a pas vu. Non, mais... Ah oui, je l'ai revu. Bien sûr, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Bon. Puis toi aussi, tu vas y aller. Là, je vais l'écouter en streaming, ça va être correct. Ah, pas attendre. OK. Mais je vais l'écouter. OK, on s'arrête quelques secondes. On commence le grand débat. On va parler des boissons énergisantes dans 30 secondes.